Le Junkers 87 Stuka s'est forgé une place unique dans l'histoire militaire en tant que l'une des armes les plus redoutables jamais conçues. Conçu comme une réponse au problème de larguer une bombe non guidée sur une cible avec précision, le Stuka a été pensé dès le départ pour pouvoir piquer de façon extrêmement abrupte à grande vitesse, afin de donner à la bombe suffisamment d'élan pour être catapultée sur une cible qui aurait autrement été extrêmement difficile à atteindre avec les tactiques de bombardement conventionnelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux bombardiers en piqué ont été utilisés, dont certains convertis à partir de modèles initialement prévus pour d'autres rôles. Mais c'est le Stuka, avec sa silhouette caractéristique presque semblable à celle d'un vautour, qui en est venu à incarner ce type d'appareil. Les Stuka ont été employés dans presque tous les théâtres d'opération entre les Alliés et l'Allemagne nazie, et lorsque la Luftwaffe avait la supériorité aérienne, c'était une arme terriblement efficace, détruisant des navires, des ponts et des chars avec une précision déconcertante. Reconnaissant la peur que l'appareil inspirait aux Alliés, les Allemands ont cherché à en tirer parti, installant sur les ailes des sirènes appelées Trompedna de Jéricho, donnant ainsi au Stuka son hurlement caractéristique. Même si les malheureux au sol survivaient à l'attaque, beaucoup restaient traumatisés et entendaient à jamais ce bruit terrible dans leurs cauchemars. Cependant, alors que la Luftwaffe perdait le contrôle du ciel face aux Alliés, supérieurs en nombre, le Stuka fut l'un des premiers appareils à subir le revers de fortune de l'armée de l'air allemande. Il était lent, sous-blindé et sous-armé comparé à la nouvelle génération de chasseurs et d'avions de guerre alliés. Mais bien que la conception de l'appareil présentait un certain nombre de faiblesses que les Alliés pouvaient exploiter, le Stuka avait tout de même un avantage de son côté. Sa force de pilote hautement qualifiée et dévouée. Voici l'histoire de l'un de ces pilotes qui s'est forgé une carrière de combat incroyable en défendant le fascisme, auquel il croyait si passionnément. Voici l'histoire de Hans-Ulrich Rudel, l'as du Stuka qui a détruit plus de 500 chars au cours de sa carrière pendant la guerre. Bienvenue sur Guerre du Monde. Et on pourrait dire, peut-être de façon un peu cynique, que Hans-Ulrich Rudel était destiné à faire carrière en plongeant vers la terre. Ayant grandi dans un petit village du sud de la Prusse, à l'âge de 8 ans, il a sauté d'une fenêtre du 2e étage avec rien d'autre qu'un parapluie pour ralentir sa chute, croyant qu'il agirait comme un parachute. Bien sûr, ce ne fut pas le cas, et le parapluie s'est retourné, laissant le jeune Hans de 8 ans s'écraser dans un parterre de fleurs, en contrebas, se cassant la cheville. Fils d'un pasteur luthérien, le jeune Rudel a réalisé qu'il n'était pas aussi doué académiquement que certains de ses camarades de classe. Cependant, dans les matières pratiques, et en particulier en sport, il était exceptionnel. Ainsi, alors que sa sœur, jugée plus prometteuse, recevait la plus grande part des fonds familiaux, Hans-Ulrich Rudel dut agir en grande partie de façon indépendante pour faire ce qu'il désirait, développant ainsi un immense sentiment d'autodétermination qui l'accompagna toute sa vie. Typique de cet état d'esprit, à l'âge de 10 ans, il partit seul à la montagne après de fortes chutes de neige et apprit à skier par lui-même, la nature occupant dès lors une place particulière dans son cœur. Malheureusement pour lui, même cette autodétermination ne fut pas suffisante pour lui permettre de réaliser son rêve de devenir pilote, compte tenu des coûts impliqués, et il dut donc se rabattre sur ses talents sportifs et devint instructeur de fitness. À ce moment-là, Adolf Hitler et le parti nazi étaient fermement établis au pouvoir, et avec l'annonce de la création d'une nouvelle force aérienne, la Luftwaffe, il vit enfin sa chance de prendre les airs comme pilote de chasse et s'engagea en 1936. Il était souvent laissé à l'écart par ses camarades de classe, car au lieu de participer aux soirées arrosées et aux fêtes nocturnes, il préférait rester sobre, ayant un goût prononcé pour le lait et menant une vie stricte et disciplinée, résultat de son éducation luthérienne. Au lieu du chasseur Messerschmitt, Bf 109 élégant, agile et rapide qu'il espérait piloter, Hans-Ulrich Rudel se retrouva à voler sur des avions de reconnaissance et de photographie aérienne en tant qu'observateur lorsque l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Bien que ce fût une mission cruciale, Hans-Ulrich Rudel ne l'a jamais apprécié et cherchait plutôt un moyen de participer activement au combat, que ce soit dans un chasseur ou un bombardier. Servir dans l'unité d'entraînement en 1940 a épargné Hans-Ulrich Rudel à la fois des succès et des bains de sang des batailles de France et de Grande-Bretagne. Et après avoir demandé à rejoindre une unité de combat au début de 1941, il a commencé une formation pour intégrer la force de bombardiers en piqué centrée autour du Junkers 87.
Même après avoir terminé sa formation cependant, Hans-Ulrich Rudel s'est retrouvé relégué à encore plus d'entraînement et à des tâches de seconde ligne, même lorsque l'Allemagne a envahi les Balkans et la Grèce, ce qui l'a beaucoup frustré. Cependant, le destin allait lui offrir une nouvelle chance et Hans-Ulrich Rudel aurait l'occasion de démontrer au monde ses compétences en tant que pilote de Stuka. Contrairement à l'armée ou à la marine allemande, la Luftwaffe était véritablement une création des nazis, arrivée au pouvoir en 1933, et en tant que telle, ses rangs étaient souvent remplis de fascistes convaincus, parmi lesquels Hans-Ulrich Rudel figurait. Ainsi, comme beaucoup de nazis, il croyait que l'Allemagne n'avait d'autre choix que de détruire le communisme pour accomplir son destin, ce qui signifiait la guerre contre l'Union soviétique. Étant donné l'ampleur de l'opération Barbarossa, chaque pilote disponible était nécessaire pour les opérations de combat. Et ainsi, Rudel eut enfin la chance de participer au combat en soutien à Hitler, qui l'idolâtrait. Frappant depuis la Pologne occupée le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa s'est révélée être un environnement riche en cibles pour les unités de Stuka, qui bombardaient et mitraillaient les routes et les ponts ferroviaires. Presque tout était une cible légitime. Et avec une telle demande pour leur service, les pilotes de Stuka comme Rudel se retrouvaient souvent à devoir effectuer des missions répétées, jusqu'à 19 heures par jour, pendant toute la durée du jour disponible. Le Stuka était avant tout une arme destinée à soutenir l'armée plutôt qu'un avion d'attaque au sol polyvalent. À une époque où les chasseurs volaient entre 350 et 400 miles à l'heure, le Stuka avançait péniblement à environ 250. Selon sa charge de guerre, qui comprenait souvent une seule bombe de 250 kg sous le fuselage et 4 bombes plus petites sous les ailes, les pilotes de Stuka comme Rudel repéraient les cibles à travers une fenêtre au plancher, puis faisaient pivoter complètement leur appareil en piqué, parfois jusqu'à 90 degrés. Pendant le piqué, le Stuka, auparavant poussif, accélérait de façon exponentielle, ce qui a poussé les concepteurs à intégrer des aérofreins sous les ailes qui se déployaient automatiquement, contrôlant la vitesse de descente à un peu plus de 350 miles à l'heure, donnant ainsi au pilote le temps d'aligner son attaque. Après avoir largué ses armes, le pilote et son unique mitrailleur dans le cockpit arrière subissaient des forces G écrasantes lorsqu'ils étaient tirés hors du piqué à grande vitesse. C'est très tôt dans la guerre de Rudel qu'il allait se faire un nom. En septembre 1941, les troupes allemandes s'approchaient trop de Leningrad lorsqu'elles commencèrent à subir de lourds bombardements de l'un des rares cuirassés de la Marine Rouge, le Mara opérant dans le canal de Leningrad. Rudel faisait partie d'un certain nombre de pilotes envoyés pour réduire au silence les canons du cuirassé de 24 000 tonnes, interceptant le Mara le 16 septembre. Pendant l'attaque, Rudel et un autre Stuka effectuèrent un piqué extrêmement raide sur le navire russe, larguant des bombes perforantes de 1000 livres. L'autre Stuka manqua de peu la cible, mais la bombe de Rudel toucha directement, causant d'immenses dégâts au cuirassé. Rudel crut d'abord avoir coulé le navire, mais quelques jours plus tard, il apprit que le bâtiment avait survécu à l'attaque et il aurait été furieux de s'être vu refuser cette victoire. Le 23 septembre 1941, alors que son unité attaquait la marine soviétique dans le port, il aperçut le cuirassé amarré et décida de tenter sa chance à nouveau. Malgré un déluge de tirs anti-aériens provenant du port, lui et un autre Stuka s'approchèrent, puis entamèrent un piqué à 90 degrés. Rudel largua ses armes à moins de 1000 pieds avant de redresser, se stabilisant à environ 3 mètres au-dessus de l'eau. Les forces G écrasantes firent brièvement perdre connaissance à Rudel et à son mitrailleur, Alfred Charnowski, avant que Charnowski ne soit témoin du spectacle spectaculaire du cuirassé explosant après avoir été touché à sa soute à munitions, enflammant les obus de ses canons principaux. L'explosion qui s'ensuivit souleva la tourelle, fit basculer la superstructure et la cheminée avant vers tribord et détruisit la partie avant de la coque, coûtant la vie à 326 hommes. Dans la guerre qui se poursuivait à l'Est, les compétences de Rudel semblaient n'avoir d'égal que son engagement à mener la guerre, décollant dès qu'il le pouvait pour semer la mort sur l'armée soviétique. Mais à mesure que l'année 1941 touchait à sa fin, la fortune des Allemands avait changé aussi radicalement que le climat soviétique. Une épaisse couche de neige stoppa leur avancée vers l'Est, et comme beaucoup de pilotes de la Luftwaffe, Rudel se retrouva cloué au sol, attendant que les avions soient dégivrés et que le carburant arrive d'une chaîne d'approvisionnement débordée et gravement entravée.
Quand il pouvait voler, il opérait désormais avec un nouveau mitrailleur, Erwin Henschel, qui resterait à ses côtés pendant les 2 ans et demi suivants. Tous deux, ainsi que leurs camarades pilotes de Stuka, terminèrent de l'année 1941 en devant repousser des attaques répétées sur leur aérodrome de la part de nouvelles troupes sibériennes, habituées au climat rigoureux. Après être parti en permission au début de 1942, période durant laquelle il retourna dans sa ville natale pour se marier, Rudel fut réaffecté à une unité d'entraînement à Graz, en Autriche, où l'on espérait qu'il pourrait transmettre à ses stagiaires les mêmes compétences qu'il avait démontrées. C'est également à cette époque qu'il fut reconnu pour ses exploits et reçut la croix de chevalier. Cependant, la situation de plus en plus précaire sur le front de l'Est le poussa à proposer son unité d'entraînement pour soutenir l'offensive dans la région du Caucase, qui mena finalement à la bataille de Stalingrad. Une fois de plus, il fit preuve d'une habileté et d'un dévouement extraordinaires, accomplissant sa 500e mission opérationnelle en septembre 1942. En l'espace de 5 mois, ce chiffre avait doublé pour dépasser le millier, alors que lui et ses pilotes de Stuka utilisaient leur précision extraordinaire pour frapper les troupes rouges à Stalingrad, souvent à seulement quelques centaines de mètres des positions allemandes. En 1943, l'industrie soviétique avait augmenté la production de ses chars, comme l'excellent T-34, obligeant la Luftwaffe à devenir de plus en plus compétente pour les détruire depuis les airs. À cette fin, Rudel fut brièvement retiré du front pour participer à des essais du Ju-87 armé de canons anti-chars de 37 mm. De retour sur le front de l'Est avec les nouveaux Stuka, Rudel et ses hommes se révélèrent d'une efficacité redoutable pour détruire les chars lors de la bataille de Koursk en 1943, qui allait devenir la plus grande bataille de chars de l'histoire. Rien que le premier jour, Rudel détruisit 12 chars soviétiques, attaquant à la cime des arbres, là où le Stuka était difficile à repérer et bénéficiait d'une précision remarquable avec les nouveaux canons. Soulignant son habileté en tant que tueur de chars, le 25 novembre 1943, il fut envoyé rencontrer personnellement Hitler au quartier général de la Tanière du Loup, où le Führer lui remit les épées pour sa croix de chevalier après qu'il eut détruit son 100e char soviétique. En mars suivant, son unité opérait au nord d'Odessa lorsqu'un des pilotes les moins expérimentés se retrouva attaqué par des chasseurs soviétiques. Pris de panique, il s'est envolé derrière les lignes soviétiques s'ayant pour leur échapper, et ainsi, Rudel était parti à sa poursuite, trouvant le Stuka qui s'était posé dans un champ, mais son équipage était vivant et lui faisait signe. Il a donc tenté d'atterrir à proximité pour essayer de les récupérer, mais malheureusement pour lui, le sol était si meuble que son avion est resté coincé. Et maintenant, lui et Henschel étaient piégés derrière les lignes ennemies. Les 4 membres d'équipage du Stuka ont également tenté de rejoindre les lignes allemandes de l'autre côté de la rivière. Mais dans la tentative, ils ont perdu de vue Henschel qui, finalement, s'est noyé en essayant. Les 3 survivants ont alors continué mais sont tombés sur un groupe de soldats russes armés de pistolets à mitrailleurs qui leur ont ordonné de se rendre. Les 2 autres aviateurs ont levé les bras, mais Rudel n'avait aucune envie de passer du temps dans un camp de prisonniers soviétiques et a pris la fuite. Il en a été touché à l'épaule par des tirs ennemis, mais a réussi à parcourir encore une 50aine de kilomètres avant d'atteindre les lignes allemandes, au grand soulagement de ses hommes. Cet incident n'a fait que renforcer le statut de héros de Hans Ulrich Rudel en Allemagne nazie, et d'autres récompenses lui ont été attribuées. Craignant l'impact sur le moral si Hans Ulrich Rudel était tué, Hitler lui ordonna de cesser les missions opérationnelles. Mais après les supplications de Rudel, le Führer annula cet ordre. Cependant, la seule condition était qu'il ne tente plus jamais d'atterrir pour récupérer des pilotes de la Luftwaffe abattus. Rudel reprit donc les vols opérationnels, mais à ce stade, la guerre aérienne avait tourné en faveur des Alliés et même le ciel au-dessus de l'Allemagne était envahi de chasseurs et de bombardiers alliés. Les Stuka, qui autrefois inspiraient tant de peur, étaient désormais des cibles faciles pour les Mustangs, les Spitfire et les chasseurs Yak-9 et Rudel trouvaient de plus en plus difficile de mener des opérations pour défendre le Troisième Reich mourant. Dans un cas particulièrement effrayant, son escadrille de 19 Stuka fut attaquée par plus de 100 P-51 Mustang et ce fut uniquement le leadership de Rudel qui les sauva de l'anéantissement. Rudel fut abattu avec son nouveau mitrailleur au-dessus de la Lettonie lorsque son appareil sortit d'un épais brouillard au-dessus d'une colonne blindée soviétique. Il réussit néanmoins à s'échapper une fois de plus et quelques heures plus tard, il menait une attaque contre cette même colonne. Plus tard, il fut de nouveau blessé en inspectant un char détruit.
Il ne l'avait pas reconnu, son équipage ayant survécu et ouvrant le feu sur son appareil avec un canon anti-aérien le touchant à la jambe. Il retourna à la base en volant, puis s'évanouit de douleur avant de sortir de son siège. C'était alors que l'année 1944 touchait à sa fin. C'est à ce moment-là qu'il commença à échanger son Stuka pour de brèves missions à bord des versions d'attaque au sol du Focke-Wulf 190, un avion plus capable de se défendre. Cependant, il continua à effectuer la majeure partie de son travail dans le Stuka. Il était désormais las de la destruction de chars en ayant détruit bien plus de 400. Une fois de plus, Hitler lui demanda d'arrêter de voler et une fois de plus, il refusa. Le 1er janvier 1945, Hitler lui remit les feuilles de chêne dorées uniques avec épée et diamant pour sa croix de chevalier, faisant de lui l'un des hommes les plus décorés du Troisième Reich. Mais même les exploits extraordinaires de Rudel ne pouvaient en plus aider la situation de l'Allemagne, car les Alliés l'étouffaient désormais de toutes parts. Le 8 février 1945, Rudel mena une attaque contre un groupe de 13 chars soviétiques à seulement 50 km de Berlin. Son groupe en avait détruit tous sauf un, et alors qu'il achevait le dernier, il ressentit une douleur brûlante à son pied droit lorsque des balles transpercèrent son fuselage, le blessant une fois de plus. Après avoir atterri, il fut emmené à l'hôpital où les médecins n'eurent d'autre choix que de lui amputer la jambe sous le genou. Mais incroyablement, même cela ne l'a pas empêché de voler. Et à partir du 25 mars, il est retourné aux opérations de combat, détruisant encore 26 chars avant que le Reich ne tombe finalement. Mais pas avant d'avoir rencontré Hitler une dernière fois à Berlin pour souhaiter un joyeux anniversaire au Führer. Comme beaucoup de nazis de haut rang après la chute de l'Allemagne hitlérienne, Rudel a estimé qu'il valait mieux se rendre aux alliés occidentaux. Se rendant aux forces américaines près de Prague, les soviétiques ont exigé qu'il leur soit remis pour être jugé, mais les Américains ont refusé. Comme c'est souvent le cas avec de nombreux as-nazis, il existe une certaine controverse concernant son score final. Mais il ne fait guère de doute qu'il a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire pour soutenir la guerre du Troisième Reich. On lui attribue généralement 2530 missions d'attaque au sol, la destruction de plus de 800 véhicules de différents types, ainsi que 519 chars, 70 péniches de débarquement et barges, et bien sûr un cuirassé. La guerre était peut-être terminée, mais pour Rudel, la cause du fascisme restait juste et il s'est enfui en Amérique du Sud, où il a écrit sur ses exploits et soutenu le mouvement néo-nazi croissant en Occident. Il est resté une figure controversée dans la société allemande jusqu'à sa mort le 18 décembre 1982 à l'âge de 66 ans. Bien que beaucoup admiraient ses exploits et son courage, ils étaient en toujours éclipsés par son soutien indéfectible au mouvement nazi. Et voilà l'histoire du plus grand as du Stuka, qui a détruit plus de 500 chars. Laissez un commentaire avec vos réflexions et réactions. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.